Monsieur Gaudin, vous êtes, voilà. Là, vous essayez de... Bon, merci à Biotronic pour leur invitation et aux modérateurs. Donc on présente juste un petit cas clinique très court pour illustrer un petit peu nos deux présentations et on s'arrêtera avant la décision finale et à la fin des deux présentations on fera un petit tour, un petit sondage dans le panel pour savoir quelle attitude vous auriez fait ces patients-là. C'est un vrai patient bosseron, réfractaire à tout traitement, diabétique avec plein de facteurs de risque. En mars, il était déjà venu pour un syndrome coronarien aigu en inférolatéral, avec une séquelle inférieure à l'écho. Et à la coro, on trouvait une IVA pathologique, mais sans sténose critique, serrée, et puis 2 sténoses très serrées, CX et bissectrice proximale, qui avaient été dilatées avec des stents actifs. Il revient en décembre, donc quelques mois après, dans un tableau d'OAP, avec un passage en FA, et clairement une souffrance dans le territoire latéral. Et donc, on le stabilise au niveau hémodynamique, et on lui fait sa coro de contrôle. La coro de contrôle, on trouve une évolutivité. Alors, sur le stent de la bissectrice était sur la partie proximale, n'a pas resténosé. Par contre, il y a une néosténose qui est apparue en aval, très serrée. Et dans le stent circonflexe, il y avait eu 2 stents dans la circonflexe, il y a une resténose serrée. Donc, on a traité dans le même temps. Bon, l'IVA est pathologique, mais elle ne nous a pas semblé justifier une revascularisation. Alors là, je suis pour passer à la suivante. Voilà. Donc, on a stenté la bissectrice, la sténose de novo, serrée, et sur la circonflexe, on était un peu troublé par cette resténose intrastent actif. On a mis un coup de ballon pour faire une OCT et voir un petit peu ce qui était de domaine de la resténose ou de la thrombose. Charlotte nous en parlera peut-être évidemment plus en détail après sur l'intérêt de l'OCT dans ces cas de figure. Et l'OCT montre en fin de compte plusieurs choses. Dans la partie distale du stent, une endothélisation tout à fait saine. Dans la partie médiane qui a été déjà ballonnée, il y a clairement de l'hyperplasie néo-intimale qui était probablement responsable de cette resténose. Et sur cette resténose, probablement chez un patient dont l'observance n'est pas forcément terrible, est venu se rajouter du thrombus dans la partie au-dessus du stent. Il n'y a plus de stent là, dans la partie toute proximale. Donc ce patient-là, on l'a après le coup de ballon, on l'a imprégné, il était anticoagulé à cause de sa FA, et puis on l'a mis sous bithérapie forte dose avec Brilique pendant quelques jours, et on avait décidé de le reprendre en se disant est-ce qu'on va mettre un ballon actif ou un stent actif dans cette resténose du circonflexe. Donc je laisse Mathieu essayer de défendre une cause perdue, et après je vais prendre la main. C'est ce qu'on appelle savonner la planche. Oui, exactement. Ouais. Il a doublement savonné la planche parce qu'il a déjà pris 3 minutes sur le temps de parole. En plus, j'avais été sympa. Moi, je lui dis, t'as qu'à présenter un cas, tu le choisis. Il prend un cas de stent actif à l'éverolimus, dernière génération. On a plein de données là-dessus. C'est super pour le DEB. Merci, Grégoire. Donc, merci aux organisateurs. Merci à Biotronic de m'avoir invité à présenter ce cas compliqué du DEB. Le DEB, évidemment, Grégoire, tu vas être convaincu. De toute façon, tu es un crack, donc t'as pas... Il y en a quelques-uns qui ont compris. Tu es un spécialiste des registres, mais je suis sûr que tu peux comprendre le DEB. Alors pourquoi tu peux comprendre, Grégoire? Tu vas voir, on va voir ça très rapidement. On va quelques études, mais surtout, il faut savoir aussi s'adapter à la lésion, s'adapter aux patients, et puis il faut savoir être un cardiologue moderne, et je suis sûr que tu es un cardiologue moderne. Alors le DEB dans la resténose du BMS, on le sait depuis 2003, même 2006, avec Scheller, qui avait présenté dans le New England ses résultats. Le DEB fait mieux que le ballon nu dans la resténose de BMS. En 2012, PEP4DES montrait aussi que le DEB faisait mieux que le ballon nu dans la resténose de DES, mieux en termes d'événements, mieux en termes de resténose, mieux en termes de let loss. Il n'y a pas de doute, le DEB, ça marche dans le stent nu et dans le stent actif versus l'angioplastie au ballon seul. C'est une autre étude, Izard Desire 3, qui confirmait exactement la même chose. Moins de resténose avec le ballon actif en jaune qu'avec le ballon nu en blanc. Mais la question que tu m'as posée, c'est DEB ou DES. Dans le DES, et encore plus sévère, puisque c'est quand même aussi notre problème actuellement, c'est plutôt des DES à l'éverolimus qu'on voit apparaître maintenant. En termes de resténose, on n'a plus beaucoup de stents au paclitaxel ou au sirolimus. Donc j'ai pris la littérature, j'ai mis en PubMed, et puis j'ai trouvé cette méta-analyse
où je me suis dit, il n'y a pas photo, c'est marqué, le PEB, c'est le mieux en termes de rosténose, en termes de diamètre de rosténose, de weight loss, de TLR, c'est tout en haut. Le PEB fait mieux que le stent à l'éverolimus, que le plaquitaxel, que le sirolimus, et bien sûr que le ballon nu, quand on veut traiter une rosténose au DES. Le seul problème, c'est que cette méta-analyse, elle part de 3900 articles au départ pour arriver seulement à 7 études. Donc déjà, on a, même si c'est Roxana Mehra, on voit un petit peu la limite. Et puis une autre limite, c'est que c'est finalement une méta-analyse à partir de ces 7 études. Et il n'y a jamais de comparaison directe entre les verolimus et le ballon au plaquitaxel. Donc je te l'accorde, c'est peut-être pas la meilleure des études. Alors comme j'ai un peu de temps en ce moment, tu le sais, j'ai repris toutes ces études qui avaient été présentées dans le JACC de 2014 sur une mise au point sur le traitement de la rosténose. Bon, comme j'ai un peu de temps, mais pas trop quand même, j'ai regardé seulement celles qui s'intéressaient au DES. Et puis, tu me demandais de comparer par rapport au PEB, finalement c'était beaucoup plus simple. Il n'y a que 2 études qui se sont comparées dans la rosténose intrastent actif, qui ont comparé le DEB au stent actif. C'est ISAR Desire 3. Eh bien, c'est celle que j'ai déjà présentée tout à l'heure, qui montrait que ça faisait mieux que le ballon nu et que ça faisait équivalent. Le PEB, le ballon actif, fait aussi bien que le stent actif dans la rosténose de stent actif. L'autre étude, c'est PEP4 China. Pareil, ballon actif et stent actif font même efficacité en termes de weight loss dans la rosténose de stent actif. Et puis, il y a eu le TCT cette année, petit abstract, mais quand même, il faut le noter. À 24 mois, cette étude, quand elle est suivie, on s'aperçoit que ça fait toujours pareil en termes de rosténose, mais par contre, les gens meurent plus. C'est quand même un petit peu embêtant. On a 5 décès dans le groupe stent actif, dans la rosténose de stent actif, 0 dans le groupe ballon actif. Je pense que ça fait un peu réfléchir quand même. Déjà, tu commences à te demander. Alors, tu vas me dire, le TCT, moi, ce que je suis sûr que tu as retenu, c'est cette étude, c'est RIPSE4, c'est la grosse étude espagnole qui comparait en randomisé 150 patients à l'éverolimus contre 150 patients avec du ballon actif dans la rosténose de stent actif. Tu vas nous les montrer, je suis sûr, ces diapositives, donc je vais passer très vite. Je suis d'accord, sur cette étude, le weight loss, le degré de rosténose ne sont pas en faveur du ballon actif, mais plutôt du stent. Et même, si on y regarde, les événements cliniques. Alors, les événements cliniques, si tu veux, c'est surtout la rosténose. On ne sait pas comment elle a été guidée, puisque l'étude n'est pas encore publiée. Est-ce que c'était évalué sur le QCA ou sur des événements ischémiques? Et puis, on retrouve qu'il y a un peu plus d'événements d'acute MI dans le groupe ballon actif, mais quand on regarde par exemple les thromboses de stent, il y en a un dans le groupe everolimus et puis 2 dans le groupe DEB. Sauf que le groupe DEB, c'est finalement des patients qui ont été traités en crossover avec un stent actif. Donc finalement, c'est quand même aussi le stent actif qui possiblement est imputé dans les événements cliniques graves, comme on l'a déjà un petit peu vu tout à l'heure. Et puis moi, du coup, j'ai regardé, est-ce qu'il n'y a quand même pas une étude qui compare, qui est publiée, entre le ballon actif et le stent à l'éverolimus dans le traitement de la rosténose intrastent actif. Eh bien, il y en a une qui est publiée. Alors, je suis d'accord, ce n'est pas une étude randomisée, c'est une étude exhaustive, faite par des Allemands. En général, c'est quand même assez plus solide. Il y a plus de 40 patients dans chaque groupe. Mais là, à nouveau, on n'a pas le résultat de RIPSE4, on a le résultat inverse. Il y a plus d'événements ischémiques graves, avec plus de revascularisation dans le groupe stent everolimus que dans le groupe ballon actif. Donc quand même, finalement, il n'y a rien de très clair. Alors, est-ce qu'il ne faut pas revenir à des bases? Est-ce qu'il ne faut pas revenir à l'évaluation de la rosténose? Et ça avait déjà été démontré par des études en AIVUS qu'il faut regarder les causes possibles de la rosténose. Et c'est pour ça que ton cas clinique était intéressant, c'était de regarder en OCT, est-ce qu'il n'y a pas une cause mécanique qui pouvait expliquer la rosténose et qui pouvait, en traitant cette cause mécanique, finalement éviter de remettre un stent actif. Et déjà, dans cette étude, ils avaient évoqué, vous voyez ici, les différentes possibilités qui peuvent expliquer la rosténose, les différentes modalités d'une rosténose, et était évoquée déjà l'utilisation du ballon actif, notamment quand on avait une lésion intrastent, très focale, voire diffuse, mais qui se limitait au stent. Le ballon actif marche bien. Et on le sait maintenant, ça marche bien dans la rosténose intrastent de BMS. Pourquoi? Parce que c'est de la rosténose qui est plutôt de la cellule musculaire lisse, qui est plutôt une réendothélisation, qui est différent du néoathérome de la rosténose du stent actif. Et
tu vas me dire que je suis peut-être un petit peu de mauvaise foi, mais quand on regarde dans les images d'OCT de rosténose intrastent nue, c'est ce qu'on a en bas à gauche, et les rosténoses intrastent actifs, c'est ce qu'on a en haut à droite avec des ruptures de plaques, des images d'OCT, pour moi, ressemblaient plus à la réendothélialisation, un peu homogène, qui avait l'air de se limiter au stent, et je pense que ce patient pouvait bénéficier plutôt d'un traitement par DEB pour ne pas rajouter une autre couche de stent. Ce d'autant que ton patient, comme tu nous l'as expliqué, c'est un patient, un bon Gaulois, qui est dans l'ACFA sous AVK, et tu connais le risque majeur de la triple association cardiaque Plavix et AVK. Alors je suis d'accord que pour l'instant, le DEB n'a pas encore les recommandations très claires sur la durée de la double antigrégation. En pratique, et on sait ce qu'on a fait dans l'étude Panelux, on a réduit au maximum. On a mis 1 mois de cardiagique Plavix. Et je pense qu'un patient qu'on traiterait d'une rosténose dans un stent actif avec un DEB, on ne mettrait pas 3 mois de cardiagique Plavix associé aux AVK, peut-être 1 mois, et du cardiagique après, ou du Plavix, ça dépend, associé aux AVK. Les dernières recommandations qui nous ont été présentées par Jean-Philippe Collet confirmaient que même dans le stent actif, on pouvait arriver à une triple association raccourcie maintenant avec les nouveaux stents actifs. Cependant, je te l'ai déjà montré tout à l'heure, il y a quand même plus d'événements ischémiques dans ces patients qui rosténosent dans un stent actif. Et quand on prend l'étude Prodigy que tu connais bien, qui avait voulu raccourcir la durée de la double antiagrégation, eh bien, il y a une sous-étude de Prodigy qui a analysé le groupe rosténose intrastent versus le groupe pas de rosténose intrastent, c'est-à-dire mise en place d'un stent actif tout venant. Eh bien, dans le groupe traitement d'une rosténose intrastent par un stent actif, eh bien, il y a une surmortalité et des événements ischémiques plus importants quand on arrête trop tôt la double antiagrégation. Donc très probablement que ces patients qu'on retraite avec un nouveau stent actif, eh bien, il faut prolonger la durée de la double antiagrégation, ce qui n'est pas tellement envisageable chez un patient qui est déjà sous AVK. Donc, c'est là aussi pour ça que je suis là, il faut éduquer le patient, mais il faut aussi éduquer le petit cardiologue druide que tu es. Donc il faut probablement prolonger un peu plus longtemps la double agrégation chez ce genre de patients qu'on retraite de rosténose intrastent actif avec un nouveau stent. Ça ne semble pas envisageable chez ton patient. Et enfin, il faut être moderne, et je suis sûr que tu l'es, vu tes sacs extrêmement modernes que tu trimbales partout dans le monde. Et donc, il faut savoir évoluer avec la 4e révolution de la cardiologie interventionnelle. Et toi qui es aussi un homme vert, je pense qu'il faut s'adapter. Et on arrive dans le Nothing Behind avec le BVS. Et bien, je pense que le DEB, c'est pareil. Et mon collègue et associé René Koenig est en train de monter un petit parti qui s'appelle Europe Angioplastie les Verts, parce qu'il croit beaucoup au BVS. Et je ne peux pas croire que tu ne suivras pas ce groupe moderne. Voilà, donc... je ne sais même pas s'il y a besoin d'un débat, je ne sais pas si tu veux répondre, mais en tout cas, il faut pouvoir s'adapter aux patients à la lésion, et il faut être moderne et accepter les dernières révolutions. Je te remercie.